Merci, ravi de vous accueillir et de vous présenter donc une partie des vinifilles. Les vinifilles, c'est 18 vigneronnes, 25 appellations, donc vous avez une partie de la tribu. Pas de banquet sans vin, ce serait triste, hein. Et pour trouver le lien, il s'impose tout de suite parce que le vin, c'est du raisin transformé, transfiguré. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette définition. Voilà, du raisin transfiguré. Donc, j'accueille donc Françoise Frissan-Le Calvez, Château Couperose, Pascal Rivière, je faisais dans le désordre. Pascal Rivière du domaine La Jasse-Castel, à sa gauche Hildegarde Aurat, Lagrange des 4 sous, et enfin Sophie Guiraudon, l'instigatrice de tout ça, du Clos de l'Agnel. Et je vais commencer justement par l'instigatrice, parce que quand je vous avais eu au téléphone, vous m'aviez expliqué la genèse de notre présence ici, votre rapport en tant que vigneronne au banquet de la grâce et peut-être, je ne sais pas si le mot est juste, mais l'hésitation que vous aviez eue à vous approcher de plus près et ensuite la manière dont vous avez proposé ce qui nous réunit aujourd'hui. Oui, bonjour. Donc c'est vrai que moi, en tant que vigneronne, mais aussi habitante du coin, j'avais un peu l'impression que le banquet et la vigne se côtoyaient ou cohabitaient. Et j'avais envie à un moment donné que nous, les actrices de ces vignes, de ces paysages que vous voyez, vous qui arrivez de plein de régions différentes, on puisse venir parler ici de notre métier, de notre rôle au niveau écologique, social, économique sur la Grasse et les alentours. Donc, comme je fais partie d'une association qui s'appelle les Vinifilles, nous sommes des vigneronnes en Languedoc-Roussillon, j'ai trouvé sympa de convier mes copines. Et il y avait aussi un autre lien, c'est que nous avions fait un livre qui est aussi présent dans l'abbaye, donc ça faisait le lien. Donc je suis bien contente de pouvoir venir parler ici en tant que paysanne, le mot me convient, de notre rôle, nous, au milieu de ce banquet où il va y avoir des passerelles. Merci. Alors, vous pouvez garder le micro parce que je vais poser une question qui s'adresse à chacune d'entre vous, qui est pour la présentation, le parcours personnel. On parle de transformation, mais parmi vous, en tout cas, il y en a au moins 3 sur 4, mais après on aura les témoignages de chacune, qui se sont transformées elles-mêmes par rapport à ce choix de métier. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont passés de la ville à la vigne, par exemple. C'est votre cas, je crois. Oui, moi je ne suis pas de famille vigneronne. Je me qualifie de vigneronne depuis 0 génération. Mais à un moment, j'ai passé le pas de venir cultiver les terres d'ici. Voilà, donc c'est le cas. Et dans quelles circonstances? Moi, je suis œnologue de formation, donc je passais dans les caves où je disais aux gens il faut faire ci, il faut faire ça, de mon piédestal. Et un jour, j'ai trouvé que c'était bien de passer de l'autre côté de la barrière et d'aller moi-même faire. Et alors, la question est vaste, mais quelle expérience retenez-vous de ça? C'est-à-dire, en quoi ça vous a transformé ce choix-là de passer de l'œnologie à la vigne, au travail de vigneron? Vous sentez? Oui, ça veut dire mettre les pieds dans la terre et les mains aussi, parfois. Voilà, c'est vraiment repartir à la base du métier. Ça m'a transformée parce que c'est un métier de paysan, je redis le mot, où on est vraiment dépendant de la terre et du ciel. Donc c'est un autre métier. On n'est plus ni dans le salariat, ni dans l'entreprise. On est en relation directe avec la terre. C'est la transformation que j'ai vécue. Et on doit s'intégrer dans le paysage. On part de zéro, parce que l'œnologie, c'est un tout autre travail, on est d'accord. C'est une partie du métier. Et comment apprend-on à être vigneronne? On apprend en faisant plein de bêtises. On apprend sur le tas, on apprend avec des formations, on apprend avec aussi des choses scientifiques. Il ne faut pas dissocier ça. Et on apprend avec le temps, au fur et à mesure des années. On évolue aussi. Le métier aujourd'hui n'est pas le même qu'il y a 20 ans, aussi bien au niveau technique qu'au niveau commercial, économique, etc.
Hildegarde, il y a plein de questions auxquelles vous pouvez répondre là. Dans quelles circonstances vous êtes devenue vigneronne et quel impact ça a eu sur vous? C'est une histoire peut-être un peu plus longue parce que je suis suisse, je viens du centre de la Suisse où il y a des montagnes et des vaches et pas des vignes. Et avec mon ex-compagnon, je suis venue la première fois à l'âge de 20 ans. Il venait tout juste d'acheter un domaine, enfin, qui était en état de ruine. Il n'y avait ni eau, ni électricité. C'était trop grand pour faire une maison de vacances. Et alors, on a pris le temps de réfléchir ce qu'on voulait faire. Ça a duré quelques années parce qu'il fallait retourner en Suisse pour gagner de l'argent, pour remettre la maison un peu habitable. Et 3 ans plus tard, il y a un vigneron qui est venu chez nous, qui nous a proposé 2 parcelles. Et on se disait, pourquoi pas essayer de faire le vin pour nous-mêmes. Et ça a commencé comme ça, avec plein de bêtises, comme tu as dit. Et surtout parce qu'on retournait encore en Suisse à ce moment-là, et on laissait le vin dans les petits barriques, dans la cave. Et on le retrouvait dans quel état? Des bouchons qui ont sauté. Et en 83, on a décidé de faire que je vais à l'école apprendre le vin, et j'avais la chance de trouver un professeur très passionné, et ça nous a vraiment pris, oui, ça nous a changé la vie. Oui. Alors il y a eu plus d'une trentaine d'années donc que vous faites ça. 36 ans, oui. Et vous me disiez, on a partagé le déjeuner ensemble, que l'expérience était un atout énorme. Mais est-ce qu'on arrive à un stade où on ne peut plus progresser, où chaque année on progresse encore? Les fameuses bêtises, il est encore possible de faire des bêtises? Je ne parle pas des aléas climatiques, oui, bien évidemment, je parle de... Mais je pense que quand on travaille avec la nature, c'est clair qu'on n'est pas toujours maître de tout. Enfin, après, on déguste, mais il peut quand même avoir, surtout, je pense, toutes nous, on travaille le plus proche des raisins que possible. On utilise le moins intrants possible, et on prend toujours plus de risques que si on travaille vraiment avec des produits. Ça, dès le départ, ça, vous avez fait ce choix-là? On a fait, oui, on a tout de suite commencé à travailler en culture biologique. Et on a choisi aussi d'autres cépages parce que quand on avait commencé, les vignerons faisaient surtout le vin en vrac qu'ils vendaient à des négociants, et ce n'était pas forcément le vin qui nous a plu qu'on voulait faire. On a planté d'autres cépages et on était curieux, on a suivi des dégustations par-ci par-là, et on a planté du Malbec, on a planté Syrah, même on a surgreffé, on a amené un cépage suisse, on a surgreffé une vigne, c'est la petite Arvine du Valais de la Suisse, et on a pas mal de succès avec ces cépages. D'accord. Et je pense que quand on travaille avec la nature, chaque année est différente. Il y a toujours autre chose que ce qu'on a vécu. Et comme je disais aussi, on devient plus âgé, et avec l'âge, on fait aussi un peu différemment le vin qu'au début. Mais sur quoi, par exemple? Au début, on est plutôt côté révolté, on veut faire autre chose, on extrait maximum, on fait... et on devient un peu plus sage avec l'âge. Ouais. J'aurais dû vous demander de présenter les domaines de chacun. Le Clos de l'Agnelle, décrivez-le nous. Le Clos de l'Agnelle, c'est un domaine qui a été créé en 2000,
y a bientôt 20 ans. Moi, je dis toujours non, ça fait pas longtemps que je suis vigneronne, mais en définitive, oui, ça fait quand même 20 ans. Et les vignes sont vraiment ici, hein. Il y a une partie derrière l'abbaye et une partie au-dessus de Ribotte, voilà. Donc c'est 10 hectares en agriculture bio. La cave est sur Mont-Laure, qui est à 15 km d'ici. Et la Grange Ekatsu, Hildegarde? Je suis à Signan, sur l'appellation Saint-Chinian, et on a planté en tout 8 hectares en vigne. Alors aussi, quand on a commencé, c'était vraiment une petite exploitation. Maintenant, il y a pas mal de gens qui ont des domaines à cette taille. Oui. Très bien. Pascal, à vous les présentations, l'arrivée. Je sais que vous n'étiez pas vigneronne, rien a priori, même pas Non, moi non œnologue plus. d'ailleurs. Non, pas œnologue non plus. Alors qu'est-ce qui vous a amené? Alors on va commencer d'ailleurs par parler du domaine. Le domaine La Jasse-Castel, c'est Le domaine combien La d'hectares? Jasse-Castel, c'est un petit domaine que j'ai créé il y a 20 ans, en 97, premier millésime 98, qui est situé à Saint-Jean-de-Fosse, à côté de Montpérou, Saint-Guilhem-le-Désert, dans un très joli site en appellation Terrasse du Larzac, Languedoc-Montpérou. Et j'ai des vins en altitude sur des causses et puis des vins en terrasse. Voilà. Et donc moi je viens d'un pas du tout. Mes grands-parents étaient agriculteurs en Algérie et comme quelques Français, disons qu'on est revenu un peu en catastrophe en 61. Et du coup j'ai recréé des racines. Voilà. J'ai créé des racines puisque les miennes ont disparu. Et le déclic, ça a été quoi? Le déclic, c'est un petit peu un hasard. Disons que j'étais à la fac de lettres à Montpellier et je faisais un petit job en sortant de la fac. Je travaillais dans un journal qui s'appelait le Vitivinicole. Je faisais à l'époque la photogravure et les expéditions du journal. Et puis un jour, on m'a dit, tu fais la fac de lettres, tu sais écrire, tu pourrais nous aider à écrire quelques articles. Je connaissais rien au vin, j'avais 20 ans et quelques, et ça ne m'intéressait pas spécialement. J'étais normal, je buvais de la bière, du whisky, tout ce qui était interdit. Et donc, voilà, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser au vin, un peu pour le job, comme ça. Et j'ai vu que ça m'intéressait beaucoup. Donc ensuite, j'ai fait une formation qu'on appelle BTS, élaboration, commercialisation des vins spiritueux. Et là, j'ai tout appris. J'ai appris toutes les bases de mon métier. Mon futur métier, parce que j'ai quand même mis 10 ans avant de devenir vigneronne. Avec des bêtises aussi? Ah oui, j'en ai fait plein. Plein. Et donc j'étais journaliste, j'ai été enseignante dans le vin, j'ai monté des formations sur le commerce international du vin. Et puis ensuite, j'ai écrit aussi 2 livres sur le vin, sur On en reparlera, j'espère. les vignerons du Languedoc. Et ensuite, avec mon compagnon de l'époque, j'ai créé un domaine qui s'appelle la Jasse-Castel, qui est un petit domaine de 11 hectares. Parfait. En bio. Et est-ce que Françoise Frisson-Le Calvez, vous n'avez pas le droit de faire des bêtises parce que vous faites partie d'une famille, du moins du côté maternel, m'avez-vous dit, de vigneronne depuis 400 ans, quelque chose comme ça? Oui, à peu près, c'est ça. Bon, Donc, moi, c'est Château-Couperosse. Oui, je fais jeune, c'est vrai. Merci, Pascal. Château-Couperosse, je suis à La Connette, en Minervois. Et c'est un domaine familial que j'ai repris il y a 32 ans maintenant. Bon, c'est ma mère. C'était le côté occitan, c'est le côté local. Ça vient de ce côté-là. Et quand j'avais 18 ans, mon père me disait, il faut absolument que tu fasses œnologue. Je dis jamais je viendrai m'occuper des vignes, jamais je ne ferai ce métier. Bon, voilà, j'ai fait d'autres choses. Je suis partie loin, je suis ingénieure, j'ai fait des métiers divers et variés. J'ai eu des expériences professionnelles très intéressantes. Et puis un jour, je me suis dit finalement, pourquoi ne pas tenter cette grande aventure qui est de faire du vin et de prendre ça à bras le corps, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai exprimé physiquement. Pour moi, c'était plonger dedans, plonger dans cet univers qui était tout à fait inconnu. Voilà, et j'ai décidé de faire ça. Et maintenant, à l'époque, j'avais 20 hectares. Et maintenant, après, avec mon mari, on en a acquis 20 de plus. Nous avons un peu plus de 40 hectares. Et on est en culture biologique. Et puis, j'ai aussi mes enfants, qui sont œnologues tous les deux et qui travaillent avec nous maintenant. Voilà, donc nous inscrivons dans une tradition, une vieille tradition occitane, familiale.
avec le plus grand bonheur pour moi. Et vous vous retrouvez dans le schéma qu'indiquait Hildegarde, à savoir que quand on est jeune, on fait des espèces de folie, dans un élan de révolte. Complètement. Ah ben ça, complètement. Alors, je suis tout à fait d'accord. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'entend bien, les Vinifilles, c'est que nous avons chacune notre propre histoire, chacune notre passé, mais on est toutes enthousiastes, dynamiques, envie de vivre plein de choses, parce que même si quand on était jeune, on a fait des erreurs, ben, même en vieillissant, on continue à en faire. C'est pas l'apanage de la jeunesse que de faire des erreurs, enfin moi il me semble. On continue toujours à faire des bêtises. Bon, on a cité les vinifilles, mais on n'a pas trop expliqué. C'est Pascal qui est à l'origine avec Hildegarde et une troisième personne qui n'est plus là Oui, de c'était des Isabelle vinifilles. Champard. Alors, quel est le but et puis dans quelles circonstances se sont créées les vinifilles? Ben, à vrai dire, j'ai rencontré d'autres associations vigneronnes, puisqu'il existe des associations de femmes vigneronnes sur toute la France, et même dans tout ce pays, il en existe en Suisse, il en existe en Italie, il en existe en Espagne et en Autriche. Et donc, il y a une dizaine d'années, 11 ans très exactement, ce métier de vigneronne, j'ai remarqué quand même que c'est un métier qui est un métier de paysanne, comme disait Sophie, parce que vraiment c'est un métier assez solitaire. Autant on se retrouve aujourd'hui, on côtoie beaucoup de personnes, mais les 3/4 du temps, on est quand même toute seule dans nos vignes. Et puis quand on côtoie des gens, il y a beaucoup de garçons, beaucoup de filles, voilà, on discute entre vignerons, vigneronnes. Mais d'une certaine manière, moi je trouve que ça manquait un petit peu de parole féminine, le vin. Il y a 10 ans, je trouve qu'on ne parlait pas beaucoup du vin avec une sensibilité de femme. C'était souvent nos compagnons qu'on mettait en avant, parce que quand moi je présentais le vin, par exemple, dans des salons professionnels, on me regardait, puis tout à coup il y avait le regard de l'acheteur qui déviait, presque il me poussait avec la main pour chercher l'homme. Et alors, bon, je dis, mais c'est moi qui fais le vin. Bon, à un moment, j'ai laissé tomber, parce qu'il fallait vendre. Hein. Alors, je dis, allez, viens l'homme, montre-toi. Il avait un autre métier, mais enfin, il m'aidait quand même pour vendre le vin de temps en temps. Mais bon, voilà, donc, à un moment donné, je me suis dit, mais ça serait quand même bien qu'on soit plusieurs nanas. Puis c'est un métier, comme c'est un métier solitaire, on n'a pas trop l'occasion de se faire de nouvelles copines. Donc on se connaissait toutes les deux, depuis longtemps, hein, depuis mon livre, puisque j'avais écrit un livre sur les vins du Languedoc-Roussillon, donc j'étais venue rencontrer Hildegarde. Et donc on s'est réunis, on était 4-5 vigneronnes, on s'est dit ça serait sympa quand même qu'on fasse quelque chose avec des femmes vigneronnes du Languedoc-Roussillon. Pas des femmes spécialement seules à la vigne, mais en tous les cas des femmes dont c'est le métier. Elles font ça avec leurs frères, avec leurs maris, avec leurs employés qui elles veulent, mais c'est leur métier, elles en vivent, c'est pas des potiches, c'est pas non plus des femmes qui ont hérité de vignes et puis qui font ça à côté. Ça, je voulais pas. Ça, on en trouve aussi, c'est pas qu'elles n'ont pas de valeur. C'est que quand vous êtes femme, eh ben, il faut en faire 10 fois plus que les hommes pour prouver que vous savez faire quelque chose. Donc déjà, en commençant en faisant table rase des héritières qui avaient des métiers à côté, qui faisaient ça par passion peut-être, mais par hobby, voilà, les 18 vinifilles sont vraiment des femmes qui vivent de ce métier et qui connaissent toutes les étapes de la vigne de A à Z. Après, elles délèguent, parce qu'on ne peut pas tout faire toute seule non plus, on n'est pas des pieuvres, hein. Mais voilà, voilà, c'était la base. Et puis, il s'avère qu'au bout de 10 ans, c'est une association. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Vous êtes là, la preuve. Oui, je pense que c'est surtout aussi qu'on puisse se partager les soucis qu'on a quand une a besoin de l'aide. Mais ça pourrait se faire entre filles et garçons, ça. Je pense, oui, non, j'ai l'impression aussi qu'on est avec moins de concurrence entre nous. De rivalité, c'est ça. Oui. Ça va plus vite entre filles. D'accord. On va plus à l'essentiel. On va à l'essentiel, puis on se comprend. Puis on peut parler de choses qu'on n'oserait pas dire à un garçon, comme vous, entre garçons, je crois, voilà. Après, c'est pas du tout pour écarter les hommes, parce qu'ils travaillent avec nous aussi, mais bon, c'était voilà, une envie... Sophie, concernant les vinifilles, vous vouliez insister sur les objectifs et notamment des pratiques vertueuses sur lesquelles vous vouliez insister. Oui, je pense que les vinifilles, bon, c'était tout ce qu'a dit Pascal et Hildegarde.
Mais aujourd'hui, on a envie peut-être d'aller encore un peu plus loin dans ce groupe. Et aujourd'hui, une de nos préoccupations à toutes, pratiquement, c'est l'écologie. Donc, on voudrait mettre aussi en place dans nos entreprises, personnellement, mais peut-être collectivement, parce que c'est toujours plus fort le collectif, travailler sur l'écologie de l'emballage, du transport, je sais pas, le poids des bouteilles, utiliser moins de plastique. Et on voudrait chacune le faire indépendamment, mais peut-être un peu l'initier en groupe et aussi se refiler des tuyaux, parce qu'on ne sait pas toujours bien, oui, toi, tu utilises des bouteilles comme ci, comme ça, qu'est-ce qui est plus écologique, voilà. Donc on voudrait, actuellement, c'est un peu à la dernière réunion qu'on a faite, on a dit on pourrait prendre ce tournant qui devient un tournant obligatoire, un virage très, très fort, mais le faire en groupe. On trouve que c'était important de partir ensemble sur ce tournant écologique. Alors pour rentrer dans ces pratiques plus en détail. Oui, un peu plus virtueuse, réfléchir à nos emballages, à nos recyclages, toutes ensemble, travailler sur... Et le travail de la vigne en lui-même et de la vinification, est-ce qu'il peut on est quand même dans le groupe être transformé pour reprendre ouais, sur les 18, on est 90% en bio, donc on est déjà dans une démarche relativement écologique. Mais on est toujours à l'affût de prendre des nouvelles astuces sur traiter encore moins, mettre encore moins d'intrants dans nos vinifications, planter des arbres. Ah oui, toi, tu as planté des arbres comme ci, comme ça. Voilà, se refiler des tuyaux pour aller toujours dans ce sens. Et là, à toutes les étapes de ce métier. Vous vouliez intervenir, François ? Oui, on utilise des décoctions, on utilise des plantes, on est de plus en plus à la recherche de plantes que l'on trouve dans la nature qui nous permettraient de traiter les vignes. Le problème que l'on a en général, c'est qu'on se heurte à une absence de recherche, à une absence de connaissances. Donc ça ne dépend que de nous d'aller trouver ces ressources. Et en général, c'est ce qui est le plus difficile, je trouve. Par rapport au dérèglement climatique, j'imagine que je sais même que ce n'est pas sans conséquence sur les vignes. Est-ce que vous devez d'ores et déjà transformer vos habitudes ou vous y préparez ? Alors, il y a par exemple un discours dominant qui dit il faut irriguer, il faut mettre de l'eau, il faut irriguer, donc il y a une tendance là-dessus. Après, est-ce qu'on a envie d'irriguer ou non ? Je ne vais pas rentrer dans ce débat qui est un débat vraiment très technique, mais quand on regarde les pays du Moyen-Orient, avant d'installer ne serait-ce qu'une maison et ensuite des jardins et des vignes, parce qu'il y a du jardin, des vignes en Jordanie par exemple, ou en Syrie ou en Palestine, ils creusent des citernes pour recueillir l'eau de pluie. Et à partir de là, ils irriguent et ils peuvent utiliser cette eau qui est naturelle, qui tombe naturellement. Cette ressource naturelle, ils l'utilisent pour arroser leurs vignes. Ça, c'est une pratique. D'autres pratiques consistent aussi à utiliser des cépages, à retrouver des cépages qui sont tout à fait différents et qui étaient oubliés. Je vois par exemple, nous on a planté le Picpoul noir, qui était un cépage qui est un vieux cépage occitan, totalement oublié, certainement parce qu'il a une date de maturité tardive. Donc je pense qu'on devait le récolter en octobre. Je ne sais pas parce qu'il ne faisait pas partie d'un cépagement. Moi, il y a 30 ans, ça n'existait pas chez nous. Mais je suis étonné, il n'y a aucune littérature là-dessus. C'est compliqué. Non, c'est vraiment très difficile. Quand je dis que la principale difficulté, c'est de trouver la ressource intellectuelle, la ressource scientifique, même pas intellectuelle, scientifique, c'est une réalité. Donc cette année, enfin nous, il y a 4 ans de ça, on a planté du Picpoul noir. On s'aperçoit que d'abord le résultat est intéressant et on le récolte lorsque tous les cépages sont mûrs. Alors qu'on a depuis quelques années, on a avancé... on a gagné pratiquement un mois de date de récolte. Moi, il y a 30 ans, je ramassais fin septembre. Les vendanges se terminaient mi-octobre, voire le 20 octobre. Maintenant, on ramasse fin août, pratiquement début septembre. Voilà, ça veut dire qu'il appartient à chacune de faire ses choix, ses expériences et de trouver en fonction de ce dont on a envie. Il n'y a pas une vérité. Dans la vie, il n'y a pas une vérité. Non, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, oui. Et dans ce réchauffement climatique, il y a effectivement le cépage sur lequel il va falloir se pencher. Vous parliez de cépage grec tout à l'heure. Voilà, moi je connais déjà des gens qui ont un peu précurseurs, qui ont déjà essayé d'implanter, enfin ont planté du moins, des cépages, pourquoi pas des grecs, pourquoi pas corse. Après, il faut vraiment vérifier que c'est pas parce que c'est des cépages qui viennent du sud qui vont bien s'adapter, parce qu'ici on a aussi le vent, voilà. Donc il y a
aujourd'hui, il y a une viticulture un peu à réinventer. Et il n'y a pas que le cépage, il y a aussi l'agronomie, le travail du sol qui va être différent, la façon dont on va conduire nos vignes, la taille, le mode de taille. Enfin, évidemment, on ne peut pas rester les bras ballants en se disant il fait chaud, ça brûle. Il va falloir quand même un moment se pencher sur le système. Est-ce qu'on va trouver des solutions? On ne sait pas, mais le fait d'être en groupe, pas que nous, parce qu'on côtoie aussi beaucoup d'autres vignerons, heureusement, il va y avoir des idées, et il va y avoir, je suis sûre que ça va héberger une viticulture un peu à réinventer. Pas seulement viticulture, viticulture, œnologie, économie locale, etc. Voilà. Ça, c'est lié au dérèglement climatique. Hildegarde, votre pratique, est-ce qu'elle s'est modifiée aussi par rapport à ce dérèglement? Je suis en train de réfléchir là-dessus et peut-être j'ai entendu que en ce moment c'est mieux de ne plus travailler le sol, de laisser l'herbe et de le plier. Et de le plier, plier l'herbe, pas couper pour très bien, protéger le sol. Je sais d'une manière ce qui se passe dans le sol. Je pense que c'est bien si on touche de moins en moins, parce qu'on a plein de champignons dans le sol qui sont très importants. Quelquefois, ça m'étonne. J'ai l'impression qu'on découvre le sol les dernières années. La vie qui est comment ça interfonctionne ou comment ça fonctionne ensemble. Oui, interaction, interagir, oui. Et de l'autre côté, on arrive à monter sur la Lune, mais de notre sol. Mais pourquoi ce savoir avait été oublié? C'est à la faveur de la Révolution verte, c'est ça? Pourquoi on redécouvre ça? Ça veut dire que ça avait été perdu? Non, ça n'a pas été perdu. C'est que ça n'a pratiquement jamais été étudié. Il y a une personne qui a vraiment travaillé sur les sols, c'est Claude Bourguignon. Il a commencé en rupture avec l'INRA de Dijon à l'époque, il y a 27 ans ou 28 ans de ça, et ça a été le premier à parler de la vie du sol, de l'importance de préserver la vie du sol, de développer l'activité microbienne, de conserver les vers de terre. Ça a été le premier. Les autres, c'était l'après-guerre. L'après-guerre, ça a été le mot d'ordre général, c'était de produire. Donc pour produire, il fallait mettre des engrais. On était en mesure de maîtriser l'industrie pétrochimique, donc on produisait des engrais. Il fallait nourrir la planète, nourrir les gens. Mais 60 ans après, c'est totalement différent. La problématique a complètement changé. Pascal, prenez le micro. Non, mais justement, votre expérience par rapport je peux pas dire beaucoup plus parce que c'est vrai que je pense actuellement à, comme dit Hildegarde, à non plus labourer les sols, mais à coucher les semis pour protéger les sols de trop de chaleur. Et puis, c'est vrai que on attend un petit peu les études des scientifiques. Bon, ce qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est que de plus en plus de vignes se plantent en Angleterre, en Bretagne. Ça fait réfléchir, quoi. Ça remonte, voilà. Donc, après, à voir. Je ne suis pas sûre que de nouveaux cépages vont être des réponses, mais pourquoi pas. On a déjà des cépages quand même bien résistants, comme Grenache, Carignan et Cinsault en Languedoc, qui doivent pouvoir résister à pas mal de chaleur. Les chaleurs importantes, elles existaient déjà du temps il y a 40 ans. Si j'entends mes voisins parler, ils parlaient déjà de canicule, ils parlaient déjà d'épisodes cévenols, ils parlaient de grêle, ils parlaient de gel. Mais peut-être pas dans les mêmes quantités, si? Écoutez, plus de gel, plus de grêle. Peut-être pas autant de canicules, mais enfin, nous, canicule, c'est cette année, c'était 2003 la dernière. Je ne dis pas qu'il faut relativiser, parce que le danger, il est vraiment là, mais il faut quand même faire une réelle étude dans le temps, quoi. Il ne faut pas arracher toutes nos vignes en plantant autre chose, parce que alors là, c'est une catastrophe. Françoise, je voudrais revenir sur la relation, enfin le fait que
le vignoble, la vigne, le travail du vin était avant tout dévolu aux hommes et qu'on écartait par exemple Pascal pour chercher l'homme qui vendait ou qui faisait son vin. Je sais que vous avez trouvé un texte sur l'interdit du vin, carrément le mot, l'interdit du vin fait aux femmes. Avec, rassurez, voilà. Les choses s'améliorent. Oui, non, mais nous les interdits, on les a tous fait voler en éclats, donc il n'y a pas de souci. Je vous rassure, mais en fait, je voulais juste vous lire un petit texte. Parce en fait, on a beaucoup de temps, donc vous vous inquiétez pas. Ça va ? Oui, absolument. Bon. J'ai préparé un petit truc parce que je me suis dit, à un moment donné, comment on peut se présenter quand on est une femme, que ça fait longtemps qu'on fait ce métier, et pour éviter Enfin, j'avais pas envie de me répéter. Voilà. Et le texte que je vais vous lire, c'est un état des lieux. Et après, je vais vous expliquer ce que j'en pense. Le vocabulaire laudatif, délicat, élégance, distinction, ne fait que voiler la vieille misogynie masculine qui ne conçoit la femme que dans le cadre étroit de ses poncifs. Sexe faible, fragile, organisme débile, aussi bien moralement que physiquement, délicat, petite buveuse, traduisez désir réduit, gardienne des valeurs naturelles et notamment de la santé. Méfiance des breuvages, dont elle redoute l'effet pernicieux. Préserver des épreuves de la vie, ça veut dire vierge de toute souillure. Dégager des satisfactions matérielles. Frivole, fascinée par les reflets du cristal. J'adore ça. Attentive aux petits regards, une bouteille intentionnellement choisie pour elle. Peu sensible aux jouissances. J'ai du mal à lire parce que je suis... Attendez, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je le tienne ? Peu sensible aux jouissances, ça veut dire sens rapidement assouvi. C'est l'image idyllique de la jeune fille de bonne famille, échappée de la bibliothèque bleue. La flatter est encore le meilleur moyen de la neutraliser. Ils sont gentils, hein ? Le vin qu'on lui réserve est à cette image faible. Pas de vin solidement corsé. Élégant, moelleux, tout doux, en petite quantité. Une bouteille pour toute la gente féminine, on fait des économies. Il ne doit pas se faire remarquer. Donc, le vin ne doit pas se faire remarquer. Ça veut dire qu'aucune qualité ne heurte le palais. On n'est pas capable de déguster les vins normalement. Conclusion, messieurs, gardez pour vous vos Bourgognes chaleureux et vos nobles Bordeaux. Bon, à l'époque, il ne parlait pas trop du Languedoc. Un palais féminin appréciera mieux les piquettes. Il discerne mieux les émanations subtiles des parfums les plus fugaces. Entendez les vins sans goût. Un joli verre, la galanterie d'une bouteille choisie à leur intention, satisferont pleinement ces purs esprits dégagés des contingences matérielles et des rudes jouissances physiques. Voilà, ça c'est un état des lieux que l'on peut faire, c'est-à-dire c'était... Que l'on peut ou que l'on pouvait ? Que l'on pouvait faire. Ça a bien changé. Ça date du 19e siècle à peu près, ce sont des écrits qui sont reportés du 19e siècle. Et qu'est-ce que cela vous inspire à présent ? Alors, dites-nous. Alors, voilà, je me suis dit, mais bon sang, qu'est-ce qu'on a toujours à nous empêcher de vouloir boire du vin, à nous interdire le vin ? Et je me suis dit, je vais quand même chercher un petit peu dans la littérature, voir ce que je trouve, parce que essayons de dépasser les clichés que l'on peut avoir actuellement. J'ai trouvé qu'effectivement, il existait des interdits. Il existe 3 interdits à peu près dans la culture gréco-romaine que l'on peut faire aux femmes, dont nous faisons quand même en Occitanie largement partie. Cette culture gréco-romaine, elle est en général, nous en sommes issus. Les interdits, c'est le vin est vivant, le vin est sacré, le vin réchauffe les sens. Alors vous me direz, le vin est vivant, qu'est-ce que ça veut dire ? Un vin vivant, pourquoi un vin vivant ? En fait, la fermentation transforme simplement un simple jus de raisin en un divin nectar. La fermentation est totalement invisible, on ne sait pas ce qui se passe, mais on constate qu'ensuite on a un breuvage magnifique, un divin nectar. Et... Ah, ça y est. Et le vin est sacré, oui. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Reprenez-le. On a un divin nectar. Non, c'est pas ça. Et effectivement, cet organisme est vivant. En fait, oh là là. En quoi le fait qu'il soit vivant peut générer un tabou par rapport à la femme ? C'est ça la question, non ? C'est-à-dire que vous avez, on vous dit le vin est jeune. Le vin va mûrir. Le vin va vieillir. Ou alors il est même trop vieux.
Ça vient dire qu'on le qualifie d'adjectif humain. Ouais. Quand la femme se met à boire du vin, finalement, elle ingère un liquide divin, un liquide sacré. Et comme la femme, la plupart du temps, est reconnue comme étant une matière génitrix, c'est-à-dire celle qui va donner la vie, celle qui porte éventuellement un fœtus et qui va donner la vie, il est absolument impensable d'imaginer qu'une femme puisse boire un liquide sacré, le vin, que l'on qualifie de sang, un sang divin, Oui. qui va, lui qui est noble, qui est divin, qui va être ingéré par le corps de cette femme et qui risque de donner un fœtus monstrueux. Elle donnera naissance à un bébé monstrueux. Ça, c'est le premier interdit qui est fait aux femmes. Mais on est à l'époque médiévale ou même par-delà? On est à l'époque antique, on est à l'époque des Grecs et des Romains, et ça a perduré quand même jusqu'à maintenant. Alors, Caton disait, si tu vois une femme qui boit du vin, tue-la. Maintenant, on ne dit plus pareil, on dit plus, si tu vois une femme enceinte qui boit du vin, tue-la. On met sur les étiquettes interdit aux femmes enceintes. Et le corps médical en général se met d'accord pour dire que les femmes enceintes qui boivent du vin sont des femmes totalement inconscientes et qu'elles risquent de donner naissance à des bébés mal formés parce que... Voilà. Mais il n'y a pas de C'est risque encore comme réel, ça. pardonnez-moi, je fais l'avocat du diable, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque réel sur la santé du bébé? Je pose la question. Moi, je pense pas. D'accord. Je pense pas, mais on n'est pas obligé de boire... Quand on dit boire du vin, on n'est pas obligé de passer à l'excès. D'accord. Ce qui est nuisible, c'est l'excès, c'est tout. Ensuite, le deuxième interdit, c'est le vin est divin. Alors, on me dirait, pourquoi le vin est divin? Bah, ça, c'est effectivement... en fait, le vin est comparé au sang, et au sang de nature divine, ça c'est au sens mythologique, que l'on retrouve aussi dans les religions chrétiennes. Ce sont quand même bien les hommes qui se sont appropriés ça en disant que eux, ils pouvaient boire du vin, puisqu'ils pouvaient se rapprocher de Dieu, ils pouvaient essayer d'espérer atteindre l'immortalité en buvant du vin. Mais la femme, elle, par sa nature impure, puisque tous les mois elle saigne, tous les mois elle expulse un sang qui est impur, qui est sali, qui est souillé, elle ne peut pas boire ce sang divin parce qu'elle va corrompre le sang noble qu'elle ingère. Le troisième interdit, il est lié à la notion un petit peu sociale, de l'ordre social. En fait, on ne peut pas accepter, le vin réchauffe les sens. Effectivement, lorsqu'on boit du vin, on peut avoir les sens un petit peu perturbés. De l'euphorie, oui. De l'euphorie. Quand on en boit trop, effectivement, on peut avoir des comportements déplacés et donc on n'est plus sous le contrôle social. On peut mettre la société en péril, en tout cas la micro-société dans laquelle on évolue, on peut la mettre en péril. Et donc ça, c'est le troisième interdit parce que les hommes ont un petit peu du mal à supporter ce genre de choses. Voilà, ça c'était les trois principaux interdits. Alors, ça veut dire quand même que dans la religion, dans la tradition gréco-romaine, les hommes buvaient du vin, ils se retrouvaient entre eux, ils se retrouvaient pour faire de la philosophie, pour discuter politique, de la guerre, certainement des femmes, mais ça on n'en parle pas trop. Ils avaient le droit de boire. Et avec eux étaient des femmes, ce qu'on appelait des femmes légères, des courtisanes, qui venaient et qui, elles, avaient le droit de boire parce que de toute façon, elles n'étaient pas destinées à reproduire des enfants, à être dans un schéma familial un petit peu classique. Ça veut dire que les femmes qui avaient le droit de boire du vin étaient des femmes légères, que l'on qualifierait de prostituées maintenant, et les femmes de bonne famille qui avaient le droit de boire du vin étaient des femmes qui avaient dépassé la ménopause, puisque là, il n'y avait plus de risque, de toute façon, elles pouvaient s'adonner à la boisson. Alors voilà, moi je me suis dit, ça c'est ma partie occitane. Mais comme je suis aussi une partie celte, parce que j'ai 50% de mes racines qui sont... Donc celte. Voilà, qui sont de ce côté. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe chez les Celtes? Est-ce que c'est le même comportement vis-à-vis du vin? Eh bien, pas du tout, absolument pas. Le vin n'était pas bu dans des banquets, ils étaient bu par les guerriers, et ils étaient bu à l'issue de batailles. Et seuls les guerriers qui avaient aussi beaucoup d'ennemis, dont ils ramenaient les têtes et qui avaient fait preuve de bravoure, seuls ces guerriers-là avaient le droit de boire du vin. Et au-delà de ça, pour pousser la bravoure des gens,
pour les inciter à être encore plus valeureux, on mélangeait le sang et le vin. Donc on faisait boire aux guerriers du vin coupé avec du sang. Alors que les Romains ou les Latins buvaient, et même dans le Moyen-Âge, même jusqu'à, mettons, les années 50 à peu près, on buvait du vin coupé avec de l'eau. Ce sont deux choses complètement différentes. Les Celtes, eux, buvant du vin coupé avec du sang, voulaient ingérer une partie d'immortalité, en se disant, le vin, finalement, qui est un liquide divin, nous allons l'ingérer et il va participer à nous donner une aura pratiquement divine. Voilà, donc c'était ça. Moi, je me suis dit, finalement, j'ai le choix entre courtisane, matrone ou guerrière. Ben, finalement, j'ai choisi d'être guerrière parce que je trouvais ça beaucoup plus intéressant. Parfait, merci beaucoup. Alors, on peut peut-être citer le livre qui a servi d'introduction, Jean-Claude Bologne, Histoire de nos boissons, morale et culturelle. Un autre livre magnifique dont on recueille un recueil de textes, Le vin dans les textes sacrés et culture méditerranéenne, qui a été fait par mon mari. Et puis L'imaginaire du vin, qui est un très beau livre, qui parle d'ailleurs des Celtes, du vin et des Celtes. Parfait. Je vous les recommande. Et pour rester dans les livres, vous y avez fait allusion, Pascal, tout à l'heure, vos livres. Vous avez écrit plusieurs livres. Oui, mais c'est une suite. Il y a un début et une suite. D'accord, dites. C'est juste un petit recueil qu'on a donc écrit en 1996, qui retrace l'histoire de quelques vignerons et vigneronnes du Languedoc-Roussillon et comment ils sont devenus vignerons. Voilà, issus de puisque le Languedoc-Roussillon a connu une transformation. Voilà, justement. Vous Je dirais même plus, une transfiguration. Voilà, voire une révolution. Une révolution. Voilà, on a suivi un petit peu à travers des portraits l'histoire de ces vignerons et vigneronnes. Ça s'appelle Grand Vin du Languedoc-Roussillon. Cette transformation, c'est des gens qui sont... Alors, pardonnez-moi, je vais faire le néophyte, d'autant plus que je le suis. Est-ce que ce sont les gens d'ici qui ont opté pour une nouvelle dynamique, ou est-ce que ça a été nourri d'apports extérieurs ? Alors, c'est un petit peu tout, mais la base commune de tous ces vignerons, c'est la passion. Parce que certains savaient qu'en démarrant, ils quittaient par exemple les caves coopératives pour passer en cave particulière. D'autres mettaient tous les sous qu'ils avaient gagnés en début de vie pour acheter quelques vignes et créer un vignoble. D'autres encore avaient beaucoup de sous et se disaient je vais créer un vignoble avec tous mes sous. Il y avait tous les cas de figure. Comme les terres étaient encore accessibles, on pouvait encore s'acheter quelques hectares de vignes en Languedoc il y a 20 ans. Maintenant, ça devient un petit peu plus difficile. Bien sûr, tout est relatif, mais on pouvait commencer avec 3 francs 6 sous à créer un vignoble. Mais la base commune, c'était beaucoup de courage et beaucoup de passion, donc beaucoup de curiosité, beaucoup d'ouverture d'esprit. Beaucoup d'inconscience, je crois aussi. Il y a eu des expériences malheureuses ? Ah oui, bien sûr. Il y en a qui n'ont pas... je ne vais pas parler des cas hyper négatifs. Quand même, il y en a qui ont laissé leur vie parce que c'est un métier dangereux. Il faut savoir qu'on chevauche quand même des tracteurs et que c'est un animal parfois assez indomptable. Et donc, oui, il y a eu quelques accidents. Après, il y a des gens qui ont arrêté ce métier parce qu'ils n'y arrivaient pas, ou qu'ils ont fait faillite, ou qu'il y a eu trop d'aléas climatiques qui leur sont tombés dessus les uns après les autres, ou trop d'aléas économiques. Tout le monde ne sait pas vendre le vin aussi. C'est un métier. Notre métier, c'est 5 ou 6 métiers en un. On doit savoir faire la vigne, on doit savoir faire le vin, on doit savoir vendre, on doit savoir gérer des équipes, on doit savoir traiter des tonnes de paperasses qui sont de plus en plus présentes. Il faut quand même le savoir, mais je crois que c'est au sein de tous les métiers. Donc il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de savoir-faire à intégrer. Et c'est ce qui fait la richesse de notre métier, c'est ce qui fait que quand on vient de milieux différents, de gens qui ont fait des métiers ailleurs, qui aujourd'hui auraient peut-être pu être plus faciles pour eux aujourd'hui, mais c'est un métier qui
qui ne s'arrête jamais. Vous n'arrêtez jamais d'apprendre, vous découvrez quelque chose tous les jours et vous devez vous adapter tous les jours. C'est ce qui fait aussi, je crois, la beauté de notre métier, la force de notre métier, l'angoisse aussi, parce qu'on ne dort pas bien toutes les nuits. Ça nécessite beaucoup de courage, si je vous entends bien. Oui, je crois. Bon, mais de plaisir aussi. Il y a beaucoup de gens qui nous envient, ils ont raison, parce qu'on est aussi heureuse d'avoir choisi ce métier, parce que c'est un métier complet, puis c'est un métier qui nous fait frissonner et vivre plein de choses. C'est une aventure perpétuelle et on ne s'ennuie pas. Hildegarde, votre regard, vous l'avez vu se transformer le Languedoc puisque... Oui. Quand j'ai commencé, comme je le disais déjà, il y avait la plus grande partie des vignerons faisaient des vins en vrac. Et à cette époque-là, je le sais encore de l'ancien maire de Assignan, on allait le vendredi à Béziers, au marché, dans les allées. Il y avait des vignerons et des négociants qui en discutaient du vin et on se donnait la main, sans papier, sans rien du tout. Et c'était encore, je pense, dans les années 70, ça se faisait encore comme ça. Ah, oui. Mais on avait l'habitude de faire des vins de masse. Et petit à petit, quand moi j'avais commencé, il y avait une poignée de vignerons qui commençaient à mettre en bouteille, qui commençaient à faire attention aussi à la vinification, essayer de faire... qualité. Oui. Alors il y a eu ce changement et depuis les 36 ans que je le fais, il y a énormément de progrès dans la vinification, beaucoup plus de possibilités aussi, parce que par exemple on faisait pratiquement pas de vin blanc. Et maintenant, on fait quand même, il y a beaucoup de vignerons qui font des très bons vins blancs. Il y a ça, et il y a aussi une diminution de taille des propriétés. Il y avait beaucoup plus de grandes propriétés à l'époque, avec des centaines d'hectares. Et maintenant, on trouve, maintenant, moi, avec les 8 hectares, je suis plus seule. Et avant, c'était vraiment... mais est-ce que tu peux vivre de ça? Est-ce que ça marche? Oui, ce n'est plus les questions, ce ne sont plus les questions. Et aussi au point de vue de attention à la nature, enfin, on avait commencé à travailler en bio tout de suite, mais quand on utilisait le mot bio, souvent on était tout de suite mal vu. Je ne sais pas. Mais pour quelle raison? On était un peu sectaire, où les gens pensaient qu'on était un peu sectaire, et on ne l'était pas. Je parlais pas trop de ça parce qu'il n'y avait pas de discussions après derrière. C'était plutôt... des jugements à l'emporte-pièce et voilà. Oui. Ah, et puis les vins bio sont pas bons, c'est ce qui se disait. Oui, parce que maintenant tout le monde reconnaît que c'est pas vrai. Et entre-temps, ça a beaucoup changé. Il y a beaucoup de vignerons qui travaillent en bio, et il y a pas mal de vignerons qui vont jusqu'à la biodynamie. Il y a vraiment un changement aussi au point de vue de technique de vinification. On utilise de moins en moins du SO2. Oui, du soufre. Pour la fermentation et ensuite aussi pour l'élevage et la mise en bouteille. Très bien. Ouais. Pour terminer, Sophie, on a un rendez-vous ce soir à 19h avec les vinifilles. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va déguster? Parce que là, on vous a beaucoup parlé, mais j'imagine que vous avez très très soif. Vous avez vu qu'il y a de l'eau devant nous, malgré tout. Voilà. Dans le vin, il y a beaucoup d'eau aussi, quand même. Donc, ce soir à 19h, après les dernières conférences, on va se poster dans ce coin, là, derrière la petite caravane, et on va vous faire déguster les vins de nous quatre. Donc, Minervois, Terrasse du Larzac. Ah. Je vais expliquer pourquoi dans le vin, il y a beaucoup d'eau, parce que si le vin fait 14 degrés, il y a quand même 86% d'eau, donc détendez-vous avec ça, ça va bien se passer. Donc voilà, on va déguster ce soir 8 vins différents. On fera ça dans ce coin-là. On sera introduit par une petite surprise musicale, manière de
de décaler un peu la dégustation. On avait aussi envie, je vais vite, je crois qu'on a le temps. Non, on a 2 minutes. Hein. On a comment... De la façon, nous on voit le vin, minutes. notre Merci. définition des vinifilles, c'est avoir un regard décalé et optimiste sur la vinification et le métier. Et on a aussi envie d'introduire la dégustation de cette façon-là, un peu décalée, un peu plus, peut-être un peu plus festive. Donc voilà, ce soir vous pourrez goûter l'ensemble des vins et en acheter si ça vous fait plaisir. Et de garde. Et aussi, on pourra aussi développer un petit peu ce qu'on n'a pas pu dire là-dessus, sur des choses plus ou moins techniques, enfin sur tous les sujets qui vous plairont. Eh bien, merci beaucoup. Le paradoxe, c'est que moi, j'ai bu du petit lait. Merci.